qu'on va faire, c'est comprendre pourquoi le Parti québécois gagne toutes les élections partielles en ce moment. On va regarder les arguments qui ont été mis de l'avant par le Parti conservateur du Québec, par le Parti québécois, puis comprendre un peu ce qui s'est passé dans cette élection-là. Est-ce qu'il y a des raisons de la machine? Est-ce que c'est le message? Est-ce que c'est le personnage, le chef? Le On va analyser contexte. tout ça ensemble. Le premier élément, la ligne du temps. On va voir les messages qui ont été portés par le Parti conservateur, puis après, on va comparer ça à ce qui a été mis de l'avant par le Parti québécois. Donc ça a commencé la campagne. Éric Duhem qui nous disait « C'est pas mon tour, c'est notre tour ». Il est grandement temps que 530 000 Québécois puissent se faire entendre à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale. Aucun sens. Plus de 1 électeur sur 8 et aucun député sur 125. La victoire conservatrice d'Arthabasca-l'Érable sera la victoire de la démocratie québécoise. Première chose qu'on remarque avec ça, c'est qu'Éric Duhem il a essayé d'en faire un enjeu national. Il a essayé de faire une élection qui était un enjeu national. Ma compréhension de ça, c'est qu'il voulait ramener des bénévoles pour avoir une machine forte sur le terrain. Donc, c'est comme ça qu'il a vraiment créé son narratif dès le départ en disant c'est une question de justice. Après avoir dit j'aurais dû être député puis vous n'auriez pas dû présenter du monde contre moi, ça se fait pas. Bon, tout ça est derrière nous, mais vraiment en faire une question nationale, c'est un combat des conservateurs. Deuxième élément, il nous a présenté cette élection comme l'élection de la taxe carbone. Hein. Donc, le chef conservateur, Éric Duhem, s'engage à faire de l'abolition de la taxe carbone sa priorité afin de laisser plus d'argent dans les poches des automobilistes, des agriculteurs et des consommateurs. Donc, encore une fois, un élément national qui se voulait peut-être mobilisateur pour ses électeurs. Puis sur l'enjeu démocratique, je l'ai entendu justement dans le podcast de Yann Efrain que tu vas présenter. Je l'ai écouté, c'était intéressant. Il disait que il n'avait jamais vu ça, un parti comme le Parti québécois se déchaîner dans une élection partielle comme ça. Que c'était vraiment épouvantable de voir le Parti québécois se battre contre lui dans l'élection partielle, qui se déchaînait. C'était donc catastrophique. Moi, j'ai trouvé ça positif de voir autant de gens mobilisés sur le terrain, tant du Parti québécois, tant du Parti conservateur, tant des libéraux. C'est bon de voir la participation électorale de tous, puis ça a donné le résultat qu'on a vu, un taux de participation de 61 ou 62. Je trouve pas ça négatif, moi, de voir des gens s'impliquer puis vouloir gagner une élection partielle, même quand il y a un chef qui se présente. Là. C'est démocratique, c'est sain pour la démocratie, puis tous et toutes, on devrait s'en réjouir. Puis ce discours-là de dire ah ben là, le Parti québécois se déchaîne dans cette élection-là, puis il devrait pas mettre autant d'efforts. J'ai pas l'impression que ça sert un peu le narratif de moi, je suis là pour gagner, puis je vais présenter mes idées, puis les citoyens vont décider. Ça commence à sembler plus à un discours de victimisation. Là. J'ai l'impression que ça fait défaut dans leur message. Mm-hmm. Je sais C'est pas quelque si chose. je suis le seul à penser ça, là. Moi, je suis vraiment 100% d'accord avec toi. J'ai lu beaucoup de messages cette semaine qui faisaient victimaire, là, qui faisaient ah, les Québécois veulent pas de changement, c'est une société sclérosée. Vous avez perdu. Vous avez perdu. Ça arrive de perdre. J'ai perdu pendant 10 ans. C'est correct, là. Tu sais, ça fait une semaine, là, la droite du PCQ a capote, là, le PQ a gagné, on a perdu. Les Québécois sont des épais, ils pleurent, là. Mais moi, la seule chose que je leur dis, c'est arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre, regardez la réalité. PQ a fait le travail, c'est pour ça qu'il est rendu là. Le problème du PCQ, c'est qu'il n'y a aucune proposition sérieuse sur les véritables enjeux des prochaines années. Puis ça va être de pire en pire. Dans la prochaine année, si vous n'arrivez pas à trouver une réponse à la question fondamentale qui est-ce qu'on veut que les Québécois décident par eux-mêmes ou est-ce qu'on reste protégé par Ottawa, vous n'allez pas grandir. Décidez-vous. Ouais. Puis ce genre de discours-là de les Québécois sont ci, les Québécois sont ça, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voté pour nous, là. Je m'excuse, mais vous n'allez pas gagner du monde avec ce genre de discours-là. Là. Mais non, ça fait vraiment, on a perdu puis on est des mauvais perdants. Là. Il y en a, Ça fait la première mal une journée, je défaite. pardonne. C'est plate une défaite, là. Je le comprends, c'est plate. Mais crime, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous avez perdu? C'est pas parce que le monde sont des épais. Le- Voyons donc, ah, la fille n'a pas voulu sortir avec moi, c'est une épaisse. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Pose-toi des questions. Remets-toi en question. Est-ce que ton approche était la bonne? Est-ce que ton message était le bon? Est-ce que j'ai bien saisi le contexte politique? Ça sert à rien là, de commencer à cracher sur le monde comme ça. Là. C'est pas comme ça que vous allez gagner. C'est ça qui repousse, en fait.
Ouais, ça repousse les gens, cette attitude-là, plus qu'autre chose. Mettez de l'avant vos idées, comme vous le faites, assumez vos propositions, comme vous le faites, puis peut-être qu'un jour, ça va vous payer, mais c'est pas en crachant sur le monde que vous allez gagner, ça, c'est certain. Très bien dit. Très bien dit. Il y a l'amertume de la défaite, mais tu as traité le monde de NPC, Ça, puis, tu c'est sais, épouvantable. gars, Traiter le là. monde d'épais. Tu sais, littéralement, là, je n'exagère pas, là, ils traitent le monde d'épais. Puis pas deux, trois ticounes qui disent n'importe quoi, là. C'est des gens sérieux, c'est des gens crédibles, c'est des gens qui ont un sens politique, qui peuvent vraiment apporter leurs idées, puis convaincre, puis ils peuvent être convaincants. Mais misez là-dessus, misez sur la force de vos idées. Arrêtez de cracher sur le monde. Arrêtez de dire que le monde qui pense pas comme vous, c'est des épais. On Ah peut ouais. ne pas penser pareil, puis je suis pas un épais parce que je pense pas comme vous. Arrêtez de nous insulter quand on pense pas comme vous. Vous allez pas être rassembleur. Ça donne pas le goût. Ça fait juste repousser les gens. Non, puis Et c'est je comprends tellement. même pas pourquoi ça, c'est de la tarte aux pommes, là, tu sais. Je veux dire, c'est vraiment de la tarte aux pommes, ce que je suis en train de dire. On devrait même pas devoir dire ça. Mais c'est la réalité, tu vois, sur les réseaux sociaux de certains influenceurs conservateurs que je respecte, mais tu vois des commentaires qui crachent sur le monde qui pense pas comme eux, puis tu te dis, ben là, voyons donc, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la politique, là. C'est pas comme ça que tu gagnes une victoire en politique, là. Voilà, j'ai fini la tarte aux pommes, mais j'espère que le message est quand même compris, là. Ben, honnêtement, moi, je suis pas de chien, mais j'ai envie de leur dire, tu sais, c'est des animateurs de radio. Ils font pas de politique. Eux, ils sont là pour vous amuser, puis tu sais ce que vous voulez entendre, faire du bien. Mais il n'y a aucune avenue positive là, avec ça. Tu peux pas. En plus, ils passent leur temps là, tu sais, à rire bon, des gens, des transgenres, puis des gens qui parlent de politique d'identité en disant qu'ils font les victimes, puis qu'il fait encore sa victime. Tu es en train de faire ça. Tu perds, puis ta réaction, c'est de dire, ben, c'est parce que les Québécois, ils sont caves, puis on n'est pas bon. Puis là, après, tu t'insultes que. Je suis en train de personnaliser tout ça, là, mais après, il y a des gens qui vont s'insulter, qu'on les traite, qu'on dit qu'ils ont des comportements de colons, mais tu sais, c'est ça que tu fais, là. Tu fais la victime. Tu fais la victime parce que le monde t'aime pas, puis il te trouve pas bon, mais sois Oui, meilleur. puis je m'excuse, ces gens-là, en plus, Sois c'est des meilleur. Québécois. C'est des Québécois, ces gens-là. Fait que quand ils disent que les Québécois sont épais, là, mais je m'excuse, mais tu fais partie du bateau. Fait que, avant de traiter tout le monde d'épais, là, regarde-toi aussi, là. Je pense pas que t'es un épais. Puis je pense pas que les Québécois, au grand complet, c'est un peuple d'épais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une mentalité, malheureusement, de coloniser. Ben oui, t'as juste perdu, tu sais. Ce que j'essaie de démontrer, c'est que Éric Duhem, là, sa stratégie de campagne, c'était une stratégie de toute rendre nationale, tu sais. De sortir, de présenter ses propositions au niveau national en disant, moi, je devrais être élu parce que je vais représenter, pardon, les conservateurs de tout le Québec. Dans une élection partielle, c'est une stratégie particulière. Je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils voulaient vraiment mobiliser leur monde, là. Mais vous voyez, c'était vraiment la taxe carbone. Puis là, Hum. la deuxième chose qu'ils se sont mis à faire, puis ça va rejoindre un peu ce qu'on disait, ils se sont mis à dire le PQ puis le PQ puis la CAQ, même affaire. Même affaire, puis là, ils ont essayé toutes sortes de façons de. Ça n'a pas marché, là, fait qu'ils n'ont pas tenu longtemps, mais ils se sont mis à présenter ça, tu sais, en disant Parti québécois, CAQ, même affaire. Puis de là revient l'affaire, tu sais, de NPC, parce que c'est tout le temps ça leur ligne. Leur ligne, c'est de dire il y a toute une part de l'électorat, eux autres sont branchés sur la télé, puis c'est tout ce qu'ils comprennent. Tu sais, moi, je comprends. En partie, je comprends cet argumentaire-là parce qu'on l'a vu, il y a des médias traditionnels qui ont des partis pris. Puis nous autres, ça nous a fait chier pendant l'élection fédérale là, avec le Radio-Canada, par exemple. En tout cas, moi, ça m'a vraiment énervé. Surtout que c'est de l'argent public, là. Puis là, eux, ils font l'argent sur les médias sociaux, puis ils font leur vie là, fait qu'ils sont en train de dire, ben tout le monde qui s'informe sur les médias traditionnels, ils ont rien compris, puis nous autres, on comprend tout, tu sais. Alors que c'est pas ça l'approche qu'il faut avoir, je pense. C'est, encore une fois, si vous voulez y arriver, soyez dans pas le positif, parce que c'est pas le bon mot, mais le constructif, tu sais. Nous autres, on propose un discours alternatif. Bien, mais c'est pas parce que tu proposes un discours alternatif que ceux qui t'écoutent pas sont caves ou qui n'ont pas compris, tu sais. C'est pas qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce que tu dis, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas.
Tu as fait une élection dans Arthabasca en disant personne ne devrait se présenter, ça devrait être moi, parce que le Québec mérite d'avoir un député conservateur. Notre système électoral n'est pas fait de même. Là. Ensuite, tu pousses juste des sujets d'intérêt national, tu n'as rien de local. Partout, là, j'ai regardé les sujets qui sont sortis souveraineté énergétique, mon char, mon choix. Bon, il y a une stratégie d'assemblée de cuisine, mais tu sais, c'était tous des sujets qui n'étaient pas faits pour le monde en Tarabasca. Ils n'en parlaient pas. Je regardais tous ces réseaux sociaux, j'ai rien vu. Rien, rien, rien. Puis en face de ça, tu as un PQ qui va arriver puis qui va avoir un discours alternatif, mais juste sur ce sujet particulièrement, ils ont parlé de beaucoup de choses locales, là, de l'hôpital, d'enjeux locaux là, que je L'Hôtel Dieu comprenais même pas. d'Arthabasca. Ouais, puis d'enjeux locaux que, tu sais, je lisais, puis j'étais comme, j'ai aucune espèce d'idée de quoi ils parlent. Là. Je sais pas. Mais parce que c'est fait pour le monde là. Tu sais, c'est ça une élection. Tu veux être député, tu te places là. Fait que, tu sais, à la place de critiquer les gens qui n'ont pas voté pour vous, critiquez donc votre stratégie. C'était peut-être pas la bonne stratégie. Ou vous avez peut-être Exact. juste atteint le pic que vous pouviez atteindre. Tu sais, peut-être que 36% dans cette. C'est le maximum que Éric Duhem peut aller chercher. C'est peut-être le chef le problème aussi. Ça, Et tu posez-vous touches, les bonnes questions. tu touches vraiment à plusieurs bons points. Puis l'une des choses que tu as mentionnées, c'est justement cette guerre-là aux médias traditionnels. Là. J'ai beaucoup vu ça aussi dans cette élection partielle-là où il disait les médias de Montréal ne veulent pas d'Éric Duhem à l'Assemblée nationale. Les médias de Montréal. Les médias. Tous les médias. Pas des médias. Les médias de Montréal ne veulent pas Éric Duhem. Ils sont en campagne électorale contre Éric Duhem. Je m'excuse, là, mais j'ai lu puis j'ai entendu des gens dans les médias de Montréal appuyer Éric Duhem puis dire que ça prendrait Éric Duhem à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit l'inverse? Oui. Donc, mais c'est faux de dire que c'est les médias de Montréal. Encore une fois, ça fait un petit peu un discours de victimisation. Là. Ah, les médias de Montréal, ils sont contre Éric Duhem puis ils l'ont fait perdre. C'est à cause de ça qu'ils ont perdu. Les médias de Montréal étaient contre lui. Mm. Puis là, quand les médias locaux, quand il y avait des voix, des citoyens et des citoyennes qui signaient des tribunes pour appuyer Alex Boissonneau dans les médias locaux, est-ce que c'était les médias de Montréal, encore une fois? Tu sais? Parce qu'on en a vu, puis je réitère là-dessus, il y a des chroniqueurs, il y a des animateurs qui ont appuyé Éric Duhem dans la partielle, puis c'est des animateurs de Montréal. Ce discours-là, encore une fois, moi, je trouve, premièrement, il sonne faux, mais ça sonne de la victimisation. C'est pas constructif, ça met pas de l'avant vos idées. Ça fait vraiment une guerre de eux contre nous. Puis je pense pas que c'est la bonne stratégie quand tu veux rassembler comme ça dans une élection partielle un bassin d'électorat pour sortir, pour t'appuyer. Puis c'est là toute la différence, avec, comme tu le disais, avec le Parti québécois, qu'on soit d'accord ou non avec leurs propositions. Ils arrivent avec un programme, ils arrivent avec des propositions qui sont en cohérence avec leur programme puis leur idéologie. Le PCQ fait ça aussi, puis ça, je veux leur donner. Ils sont cohérents avec leur idéologie. La plupart du temps, ils apportent des propositions, mais il y a aussi, comme tu l'as mentionné, puis comme tu l'as démontré, tout un volet de eux contre nous. Ils nous veulent du mal, ils veulent pas de nous. Tu sais, c'est vraiment essayer de galvaniser sa base pour qu'elle sorte voter. C'est une stratégie. Mais là, la base, visiblement, ben, elle n'était pas assez forte pour le faire élire. Mais tu sais, le Parti québécois est arrivé avec un narratif alternatif. Il y avait aussi une partie tu sais, de national, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui parle de. Bon, il présente. Lui, ce qu'il dit, c'est en gros, le Parti québécois, on est l'alternative à la CAQ. On veut être une alternative de gouvernement. Alex Boissonneau va être ministre. Votez pour lui, il va faire partie de mon équipe pour vous représenter, Jean d'Arthabasca. Bon, ça, c'est comme le narratif. Ce qui était plus vrai, parce qu'effectivement, il faut le mentionner, le PCQ puis Éric Duhem disaient ça aussi. Nous sommes une alternative. Si vous voulez envoyer un message à François Legault, votez pour nous, ça va envoyer tout un message. Mais le Parti québécois incarne ça aussi. Puis en fait, le Parti québécois l'incarne davantage, Exact. malgré toute la bonne volonté des conservateurs, parce que dans les sondages, le Parti québécois est premier depuis je ne sais pas combien de mois et d'années. Là, tu sais. Fait que c'est sûr que ce message-là a mieux fonctionné pour le Parti québécois dans la région pour les gens qui voulaient envoyer un message à la CAQ, qui voulaient envoyer un signal à la CAQ. C'est sûr que ça fonctionnait mieux pour le Parti québécois, considérant que le Parti québécois est premier, considérant que le Parti québécois est le gouvernement en attente, considérant que s'il y avait des élections aujourd'hui, le Parti québécois serait en terrain majoritaire. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est pas de leur faute. Là, je comprends aussi leur frustration de nous, on a voulu exploiter un message qui aurait pu fonctionner, mais malheureusement,
ça fonctionne mieux pour le Parti québécois parce que c'est eux qui l'incarnent véritablement. Puis c'est là qu'on arrive à la réponse à la question un peu tard dans la vidéo, mais quand même, pourquoi le Parti québécois gagne toutes ces élections partielles? Il y a plusieurs facteurs. Mais le facteur le plus intéressant, mettons pour nous, je pense, c'est qui est le plus accessible aussi, c'est qu'ils choisissent les bons messages au bon moment. Il y a quand même de ça. Puis l'analyse que tu viens de faire, elle est excellente, puis je pense que c'est celle qui a été faite au Parti québécois parce que qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on est l'alternative à la CAQ, fait on va ramasser toute la colère. Ça, c'est un. Mais ils ont aussi joué la carte de c'est une lutte à deux. Puis ça les arrangeait aussi au PQ de tout de suite dire vous avez le choix entre nous ou le PCQ. Un, ça fait l'effet sur Québec solidaire qu'on connaît. Donc, les électeurs ont tellement peur de la droite que Ruba Casal a alimenté ça en traitant le PCQ d'un parti d'extrême droite quand même. Là. Fait qu'il y a toute cette espèce de peur-là de la droite. Donc, les électeurs de gauche quittent pour se rassembler. Première réussite. Deuxième chose, c'est qu'Éric Duhem n'est pas aimé. Éric Duhem, c'est le politicien le moins aimé là, de tous. Je pense. C'est-tu le pire? Ouais, Avec Denis Coderre. Oui, c'est ça. Avec Denis C'était Coderre. littéralement le top 2. C'était littéralement le top 2. L'alliance Coderre-Duhem. Fait que bravo. Encore là, c'était une très mauvaise stratégie, à mon avis, d'Éric Duhem de se coller à Denis Coderre, là, mais je ne vais pas te couper davantage. Non, mais c'était 100%, là, on en a parlé, puis on en a ri 10 fois, là, de qui a assis ces deux-là ensemble, franchement. Bref, donc, tu as le politicien le moins aimé du Québec face à toi. Tu incarnes le changement déjà, c'est acté dans la tête du monde, c'est toi le gouvernement en attente. C'était gâteau, là, dans le fond. Tu as juste à mettre l'emphase sur ça en disant c'est eux ou nous. Puis les gens, ils ont choisi le PQ. C'est un message clair à Éric Duhem puis au Parti conservateur. Et ce chef-là n'est pas aimé. Puis c'est même pas un vote sur les idées parce que il l'a dit, hein. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, il l'a dit, là, à la fin, on va regarder le vidéo de fin de campagne où il y a son discours. Là. Mais il y a plein de choses qui ont. Clairement, il y a une volonté dans cette circonscription-là. Peut-être la taxe carbone, ça résonnait. Là. Bon, c'est pas vraiment vrai cette affaire-là, mais je suis pas un expert, fait que je rentrerai pas là-dedans. Mais le fait qu'on paye cher notre essence, ça résonne chez le monde. Ça, c'est clair. T'sais. L'inflation, ça résonne chez le monde. La bureaucratie, ça résonne chez le monde. Le fait qu'on peut pas avoir de place en CPE, ça résonne chez le monde. Tout ça, c'est des choses qui résonnent. Puis, il y a de l'appétit pour des solutions plus à droite. Fait que c'est même pas les idées du PCQ qui ont été battues, c'est clairement Éric Duhem. C'est ça je pense qu'il faut tirer de cette élection-là. Puis que le Parti québécois, à chaque fois qu'il fait une élection partielle, il trouve le bobo, puis ils l'ont à chaque fois. Ils ont le bon message, ils ont le bon ton. C'est encourageant parce que, bon, ça reste un parti souverainiste qui s'il gagne, va faire un référendum, là, puis c'est un peu notre but. Mais je pense que c'est le cœur de la réussite du Parti québécois, c'est qu'à chaque fois, ils trouvent c'est quoi le clivage, puis ils mettent le doigt dedans, puis ils rentrent, puis ils trouvent la bonne personne pour l'incarner aussi. Tu sais, face à Éric Duhem, ils ont trouvé quelqu'un qui avait un ancrage local, qui avait un profil extrêmement... je veux dire, il est talentueux, là, le Un bon communicateur. Ouais, Un excellent communicateur. On en a beaucoup parlé, là. Effectivement. Euh, Puis par rapport à Paul Saint-Pierre Plamondon, moi, ce que j'entends beaucoup sur le terrain, là, quand j'ai des discussions politiques avec mes proches, ma famille, mes amis, etc., les gens trouvent qu'il parle vrai. C'est beaucoup ce qui revient. Ah, il dit ce qu'il pense, il parle vrai, pas de bullshit, il nous dit les vraies affaires, puis il assume ses convictions. Puis ça, je pense que c'est la meilleure stratégie, entre guillemets, en politique. C'est vraiment d'assumer tes convictions, de dire ce que tu penses, que ça soit populaire ou non. C'est pas le chemin que François Legault a décidé de prendre, puis on voit le résultat. Mais quand c'est le chemin que tu décides de prendre, parfois c'est difficile au début, quand tes idées sont moins populaires. Puis on l'a vu avec le Parti québécois, ça a été difficile. Quand Paul Saint-Pierre de Plamondon est devenu chef, tellement de gens dans les médias lui ont dit d'abandonner le projet d'indépendance qu'il allait perdre. Les intentions de vote ont baissé, 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 jusqu'à l'élection de 2022, où là, la campagne lui aura permis de remonter de 7 à 14%. Puis là, ben, après la campagne de 2022, ben, on connaît la suite de l'histoire. Hein. Donc, je pense que la force de tes convictions va faire la force véritable dans les intentions de vote, puis va faire ton succès en politique. Ouais. Être bien ancré, tu sais. Être bien ancré dans tes valeurs, dans tes propositions. Puis
puis d'être capable de fixer un cap. Je pense que c'est surtout ça, fixer un cap. Parce que les gens, qu'ils soient d'accord ou non avec l'indépendance, se disent Paul Saint-Pierre Plamondon, je peux y faire confiance. Puis tu l'écoutes davantage quand tu y fais confiance. Quand tu dis c'est un pourri, il est comme les autres, puis c'est un menteur, puis il me raconte de la bullshit, là, tu l'écoutes plus. Tu prends même plus la peine de l'écouter. Mais quand tu as confiance en lui, tranquillement, petit à petit, il va pouvoir te convaincre. Puis moi, ça me donne espoir, ça, honnêtement, pour la suite des choses, là. J'ai espoir que les gens vont justement l'écouter parler d'indépendance, puis vont tranquillement se faire convaincre que justement, c'est la nécessité pour le Québec. Il n'y a pas d'avenir raisonnable pour le Québec à l'intérieur du Canada. Moi, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon peut porter ce message-là parce qu'il a vraiment la confiance des gens. J'espère que ça va se maintenir. Absolument. Puis ce que je vais faire, parce que j'ai trouvé vraiment bon, on a écouté comme une partie du discours, mais on va l'écouter, le discours de Oui. Paul Saint-Pierre Plamondon. Ah là, tu me fais plaisir. Alors ouais, c'était tellement bon son dernier discours à la soirée Et je tiens à la fin souligner de la partielle, pardon. ce qu'Alex Boissonneau. Puis c'est un peu ça parce que je pense que, en tout cas, je peux me tromper, mais à ne pas sous-estimer ce discours-là, je pense que ce discours-là trace le cap des prochains mois, même du prochain cycle politique de l'année qui s'en vient jusqu'à l'élection de 2026. Je pense qu'il est en train de nous expliquer c'est quoi les prochaines étapes. Et je tiens à souligner ce qu'Alex Boissonneau a fait là-dedans. Du porte-à-porte à tous les soirs, certes, mais au moment de prendre la décision de se lancer, ça prenait une bonne dose de courage. C'est un père de 4 enfants qui dit « Moi, je vais lâcher mon emploi, un emploi qui sera toujours mieux rémunéré que ce qu'il fera jamais en politique, et je vais le faire sans aucune garantie de victoire. » Et ce qu'il m'a dit à l'époque, sachez-le, il m'a dit « Ça me travaille parce que je veux donner une représentation digne, une représentation solide à mon monde, à mon coin de pays. » C'est ça qu'il me disait. Puis je lui ai dit, ben si c'est ça, fais-le. Et il a sauté avec le résultat que vous connaissez ce soir. Fait que c'est juste premier élément qui est mis de l'avant, un ancrage local. Être ancré dans sa communauté, être ancré dans sa circonscription. Je mentionnais Jacques Barry. Il y a dans cette victoire un retour aux origines du Parti québécois dans les années 70. Un parti qui cogne aux portes. Un parti qui jase avec le monde. Un parti qui pose des questions puis qui écoute, qui est intéressé. Un parti qui est porté par des bénévoles qui n'ont aucun autre intérêt que l'espoir que le Québec se remette sur les rails et réalise son plein potentiel. Et ça, c'est grâce à vous. Merci. La lutte pour mériter la confiance des citoyens a été chaudement disputée. La CAQ avait tenté d'enterrer la participation électorale avec un scrutin en plein été. Franchement, quelle réponse des gens d'Arthabasca. Permettez-moi de féliciter notre principal adversaire dans cette course, Éric Duhem, du Parti conservateur. Je salue également les autres candidats dans cette élection. Simplement mentionner qu'on sous-estime souvent le don de soi qu'est la politique. Peu importe le résultat pour chacun d'entre nous ce soir, c'est un don de soi qui a beaucoup de sens pour l'avenir de notre société. Il faut réitérer notre adhésion à la démocratie. Aux citoyens qui n'ont pas voté pour nous, qui ont voté conservateur, ou d'autres partis, je veux aussi vous dire qu'avec tout ce porte-à-porte-là, on vous a entendu, puis on n'a pas seulement écouté les messages qui venaient de notre propre électorat. On en a profité pour dialoguer et on est d'accord, en fait, avec plusieurs des constats qui motivaient des gens qui ne votaient pas Parti québécois au final. Je suis d'accord notamment avec la nécessité de redresser les finances publiques, la nécessité de lutter, mettre fin à du gaspillage vraiment frustrant pour la population, de combattre la hausse démesurée de la bureaucratie. Je suis d'accord avec le fait de revoir à la baisse les seuils d'immigration. Je suis d'accord avec le fait d'arrêter la chute du pouvoir d'achat des gens, notamment les retraités qui regardent leur pension puis qui regardent le coût de la vie puis ils voient bien que ça ne fonctionne pas. Donc, simplement dire, faut respecter le vote de chacun et réaliser que dans cette élection-là, il y avait beaucoup de constats partagés dans la population. Juste avant, c'est ça qu'on disait tantôt, hein, il y a comme une reconnaissance de ce qui se dit sur le terrain. Puis encore une fois, les idées qui parlent là, c'est des idées qui résonnent très fort chez les électeurs du Parti conservateur, puis dans la population en général. Puis il est en train de dire, on vous a compris, ces idées-là sont présentes. Là. C'est pas ces idées-là qui ont perdu cette élection-là. Puis si vous n'avez pas voté pour nous, vous n'êtes pas des imbéciles. On vous respecte. On vous entend, on vous écoute. On dialogue avec vous. Ouais. Exact.
Un autre constat qui faisait presque l'unanimité des gens d'Arthabasca, et c'est probablement aux quatre coins du Québec, les gens souhaitent qu'on tourne la page sur ce mauvais gouvernement de la CAQ, si on se les fait dire, et je pense que le message est indéniable. Et le message aussi, je pense, c'est qu'il y a un parti qui peut fédérer partout au Québec, un parti qui peut gagner contre la CAQ, et c'est bel et bien le Parti québécois pour une raison simple. Nous sommes le parti de toutes les régions au Québec. On s'intéresse et on fait du travail de terrain en étant conscient des particularités et des différences de chaque région. Donc, que vous soyez à Victo ce soir ou que vous nous écoutiez de Blanc-Sablon ou de Rimouski ou Val-d'Or, sachez que nous serons sur le terrain avec cette idée, celle de René Lévesque à l'origine, de défendre son monde et de défendre chaque région avec le plus d'intensité possible. Puisque vous m'en parlez. Juste. Ça fait très René Lévesque, j'aime ça. Ouais. Il manque juste la petite moue, là, tu sais, là. Il est tellement drôle quand il fait ça. Mais j'ai lu des articles. Là, je me rappelle plus, mais j'ai pas la source, mais j'ai lu un article. Puis, c'était tellement drôle parce que la personne qui a écrit l'article a dit poussé par. Comme s'il avait été obligé de parler d'indépendance, tu sais. Alors que clairement, là, c'était comme dans son discours, ça a juste tombé, puis il a surfé dessus, là. C'est ça qui se passe. Puis là, il présente ça comme il a été forcé par ses militants. Tu sais, il y a du monde qui n'a pas compris encore la game. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Puis surtout, je peux pas croire que cette journaliste-là, je sais pas, j'ai pas vu c'était qui, là, mais franchement, on écoute la suite du discours. J'imagine que c'est pas ça qu'elle voulait dire, mais ça interprète ça, là, mais effectivement, tu écoutes la suite du discours, puis c'était pas improvisé. Là. Mais non. Il a pas fait 2 lignes sur l'indépendance parce que la foule scandait le Québec un pays. Là. La suite du discours est assez solide. C'est ma partie préférée. Puisque vous m'en parlez, c'est une défaite aussi pour les partis qui n'avaient comme seul argument la peur du référendum. On l'a vu dans cette campagne-là. Des partis qui... Puis je vais être très honnête. Il y a beaucoup de gens d'Arthabasca qui partagent nos constats, mais qui, dans un contexte qu'on connaît aux États-Unis notamment, sont pas nécessairement... ils n'ont pas acheté l'idée d'une consultation populaire, mais ils sont au même endroit sur plusieurs enjeux. Et dans tous les cas, Là, quand il va répéter ce mot-là, les journalistes vont dire « vous avez peur de dire référendum! Vous avez peur de dire référendum! » Tu te rappelles-tu de ce gars-là? Il y en a eu plusieurs. Ben oui, il utilise tout. Là, il prouve, là, je veux dire, là, il est dans le discours de victoire bien normal. Il utilise les 2 mots parce que c'est la même affaire, là. Ah oui. Mais c'est aussi de dire que le référendum, c'est une consultation populaire, ce qui est fondamentalement positif. J'ai pas de problème à ce qu'on dise consultation populaire et référendum. Je pense qu'il y a beaucoup de peur de nos adversaires qui est véhiculée par rapport au référendum, alors que c'est le pire des arguments. Tu es en train de dire que ce serait épouvantable de consulter la population quand on entend des gens comme Pablo Rodriguez qui nous dit qu'il faudrait à tout prix éviter la menace d'un autre référendum. Attention, là, on parle de consulter la population. C'est pas une menace, là. Ça devrait jamais être présenté comme quelque chose de négatif, là. Peu importe. C'est le fondement même de la démocratie. Exact. Voilà. C'est comme si un politicien nous disait qu'il faut à tout prix éviter la menace d'une autre élection. C'est ça qu'ils nous disent. J'espère qu'on va arrêter ces discours-là. Je suis sûr qu'il faudrait qu'on ait un décompte. Et il paraît qu'il y en tenait un moment donné au PQ. J'ai demandé le compte, puis ils m'ont dit on a arrêté. J'ai demandé le décompte du nombre de fois où quelqu'un lui a demandé si elle a abandonné. D'ici 1 mois, c'est sûr là, qu'il y a un journaliste qui pose la question. Mais là, la souveraineté, ça vous empêche de progresser. Là. Ce qui est rendu factuellement faux. Là. La souveraineté est à 56% chez les jeunes, 44% dans la population générale. C'est objectivement faux. Puis ils ont gagné 3 élections partielles en étant... tu sais, j'ai aimé ce qu'il dit. C'est même pas la défaite des partis fédéralistes qui ont proposé un grand projet de renouvellement constitutionnel. Ils ne proposent absolument rien. C'est la défaite des partis qui jouent sur la peur d'un référendum. Ça, c'est très bien dit, parce que le rendu là, c'est même pas du fédéralisme. C'est même pas de dire, nous, on croit au Canada, puis nous allons améliorer sainement le Canada pour faire une place pour le Québec. C'est juste de faire la peur du référendum. Puis ça, je pense que ça ne fonctionne plus, clairement. Hey, pense à Pablo Rodriguez là, pendant la course
à la chefferie au PLQ, il allait dans des balados pour dire « Moi, je veux vraiment créer un nouveau projet, rassembler les Québécois dans la Constitution canadienne, puis on peut améliorer le Canada. » Qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est chef? Bouh! Le référendum, la baguette magique. Ouh! Ayez peur, craignez. Craignez, revenez à la maison, les caquistes, là. On va se battre contre eux. Tu sais, parce que c'est juste ça leur projet. Ils n'ont rien d'autre à offrir. Ils savent qu'ils n'ont rien à offrir. Tu ne peux pas réformer le Canada. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais peur au monde en disant ouh, baguette Mais là, c'est un magique. aveu d'échec. Ils font Un aveu même plus. d'échec, ouais. Ils essayent même plus de dire aux gens qu'ils vont renouveler le Canada. Ils misent juste sur la peur du référendum. Ouais. C'est juste le bonhomme 7 heures. Bref. Ils sont même plus capables de faire semblant qu'ils vont changer quelque chose. Ouais. C'est rendu là. Ouais. L'argument de peur de dire, moi, mon programme, c'est de parler de la peur du référendum, une expression populaire, mais ils sont au même endroit sur plusieurs enjeux. Et dans tous les cas, l'argument de peur de dire, moi, mon programme, c'est de parler de la peur du référendum, une espèce d'approche fédéraliste digne d'il y a 40 ans, où est-ce qu'on croyait que le Canada allait servir le Québec, que le Québec serait respecté dans le Canada, qu'on aurait le droit à un avenir linguistique et culturel dans le Canada. Le fameux Québec fort dans un Canada où est-ce qu'on fait des gros gains. Tout ça aurait été un échec. Et ça, la population le voit bien. Puis oui, il y a un contexte géopolitique, puis il y a toutes sortes de facteurs, mais trop souvent, le Canada, dans les dernières années, a travaillé contre le Québec, à commencer par des politiques financières qui nous désavantagent, des politiques migratoires pour lesquelles on n'a jamais consenti, des politiques linguistiques hautement problématiques, les politiques finalement de Justin Trudeau et de son acolyte Pablo Rodriguez, qui ont mis en œuvre cela pendant 10 ans sans notre consentement au Québec, sans le consentement du Québec. Donc, je veux simplement dire que Alex Boissonneau avait raison de parler de dialogue. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé dans Arthabasca, un espace de dialogue. Notre projet à nous, il est plus vivant que jamais. Il est porté par une jeunesse qui est portée par un idéal et une énergie que j'ai jamais vue. Et cette énergie, c'est de voir le Québec devenir un peuple normal. Un peuple qui se gouverne par lui-même, comme partout dans le monde. Un peuple qui rayonne partout dans le monde. Celui de voir notre langue française et notre culture québécoise traverser les époques, ne plus être en posture défensive tout le temps. Celui de voir les Québécois s'enrichir, sur le plan individuel comme collectif. Donc ce soir, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent, qui peut-être doutent encore ou qui hésitent, qui nous observent. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte, lui encore plus, à tous les soirs. Et je pense qu'il faut entendre l'insatisfaction, même des fois la colère, et la traiter avec respect et écoute, parce qu'ils ont raison, les gens, d'en avoir soupé du gaspillage éhonté, des services déficients pour des services qu'on a payés finalement, des services absents, des choses fondamentales auxquelles on est droit de s'attendre. On est en droit de s'attendre. Donc ce soir, je tends la main à tous les citoyens qui nous écoutent. Le Parti québécois, c'est le parti de tous les Québécois. Que vous soyez à gauche, à droite, au centre, que vous soyez né au Québec ou ailleurs dans le monde, si vous êtes au Québec puis vous vous sentez québécois, bienvenue chez vous. C'est votre parti. Notre porte, elle est grande ouverte. Le Québec a définitivement besoin de faire front commun, de se rassembler autour de ce qu'il y a de fondamental pour nous. Notre paix sociale. On est un endroit paisible qui se distingue pour ça de par le monde. Nos services à des tout-petits qui en ont besoin, à nos aînés, la dignité de nos aînés. Une pérennité et un respect pour notre langue et notre culture. Et une volonté ferme que les fonds publics ne soient pas gaspillés comme si c'était de l'argent Monopoly. Il me semble que c'est pas trop demandé, puis il me semble qu'on peut se rassembler autour de tout ça. Donc, dans les prochains mois, nous serons à votre écoute. Nous allons nous promener. Et je vous l'ai déjà dit, j'ai l'intime conviction que nous sommes à un moment crucial de notre histoire. À un tournant où le seul choix prudent que nous puissions faire, c'est celui de devenir majoritaire et décisif chez nous. La seule option pour y parvenir, c'est de se rassembler. Et quoi de mieux que pour se rassembler qu'un député rassembleur? Et j'ai nommé Alex Boissonneau, député d'Arthabasca. Ah là là. Très bon discours, honnêtement. Moi, je l'avais dit, je l'ai dit. La partie sur l'indépendance m'a beaucoup plu. Beaucoup plu. Parce que c'est très fort de prendre ce temps d'antenne-là national. C'est surtout les réseaux. Ça jouait en boucle pendant la soirée. Ça jouait en boucle le lendemain. De parler, de nommer le constat. Il n'y a pas d'avenir pour le Québec à l'intérieur du Canada. Et nous pouvons construire un Québec indépendant, digne, fier et prospère, avec tout le monde. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Vraiment. J'ai l'impression que c'était c'était une version de Jacques Parizeau qui dit que le dernier entrée laisse la porte ouverte. Puis c'est ça que je voulais faire jouer comme vidéo parce que je trouve que c'est ça l'avenir du mouvement.
Ça va clore ce segment-là, mais c'est ça l'avenir du mouvement indépendantiste pour les prochaines années. Notre travail maintenant, c'est d'ouvrir la porte aux gens qui sont québécois, qui se sentent québécois, qui veulent que le Québec prospère, des gens qui peuvent avoir des craintes, des gens qui peuvent avoir aussi un déficit d'information ou qui ont peur. Notre travail à nous maintenant, c'est d'ouvrir la porte grande ouverte, puis de la laisser ouverte pour que d'autres puissent rentrer. Donc, il ne faut pas reculer sur les principes, mais il faut être capable de trouver ce qui va être capable de nous réunir aussi. Ouais. Fait que je voulais nous faire écouter ça. Parce que bon, je suis vraiment pas aussi bon que Parizeau pour expliquer ce concept-là. Donc, je vous laisse avec lui. Mais c'est ce que je pense qu'est notre mouvement. Puis je pense que Paul a initié ça dans son discours. Donc, gardons ça en tête. Je l'ai dit le jour de la sermentation des ministres et je le répète devant vous aujourd'hui. Il faut s'habituer à ce que la souveraineté nous dépasse. C'est qu'elle est plus grande que nous. La souveraineté n'est pas une affaire de parti. C'est une affaire de cœur et d'âme, de raison, de passion, une décision individuelle concernant un avenir collectif. Beaucoup de gens pensent que franchir le seuil de la souveraineté, c'est entrer dans une chapelle avec des dogmes et des rites. C'est le contraire. En ce moment, nous sommes dans un cul-de-sac, prisonniers d'une vision du Canada que les Québécois ne partagent pas. Nous avons essayé toutes les issues possibles. Fédéralisme rentable, souveraineté culturelle, beau risque, elles se sont refermées devant nous. Mais ouvrir la porte de la souveraineté, c'est sortir du cul-de-sac et se trouver devant plusieurs avenues possibles. Il faut expliquer ça aux Québécois. Beaucoup hésitent à faire le pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver après. Il faut leur répondre après, ils vont trouver la démocratie québécoise. Plusieurs partis, plusieurs programmes, plusieurs avenirs. Il faut reformer la grande coalition du référendum de 1992. Nos partenaires des grandes organisations syndicales, les groupes populaires de défense des droits des femmes, nos amis de la Société Saint-Jean-Baptiste et du Mouvement national des Québécois, et les autres. Cette équipe gagnante qui a fait une formidable campagne, qui a su, il y a 2 ans, parler aux Québécois, les toucher, les convaincre, traduire leurs aspirations. Il faut la recréer, l'élargir encore. C'est, pour reprendre l'image, c'est notre flotte, ça, vers la souveraineté. Nous croyons à la souveraineté dans la diversité. Et nous savons que la plupart des souverainistes québécois sont d'ex-fédéralistes. C'est vrai pour moi. C'était vrai pour René Lévesque. C'est vrai de Lucien Bouchard. Qu'on soit devenu un déçu du fédéralisme en 1967, en 1977, en 1990 ou en 1994 ne fait aucune différence. Que le dernier entré laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. J'aime beaucoup Jacques Parizeau. Honnêtement, c'est dans mes inspirations politiques. Quel grand homme, quel bon discours. Je connaissais la citation, je pense que je n'avais jamais vu le discours, cette partie-là du discours complet. Très intéressant. Vraiment, ouais. Cet esprit de rassemblement-là qu'on retrouvait tantôt dans le discours de PSPP, l'esprit de rassemblement que René Lévesque incarnait également quand il a fondé le Parti québécois. Il ne faut pas oublier que le Parti québécois s'est fondé comme une coalition de gens de gauche, de centre et de droite. Et puis, de voir justement encore, c'est ça, avec Jacques Parizeau, cet esprit de rassemblement-là, qu'il l'a incarné. Hein. Ça, c'était avant le référendum de 95, si je l'ai bien compris. Puis, il l'a vraiment incarné au référendum de 95. Il l'a fait. Puis, quand on parle de coalition, il faut s'attendre à des compromis. Il faut s'attendre à mettre de l'eau dans notre vin. Puis, c'est ce qu'il a fait. Le projet de Jacques Parizeau, Indépendance, il a fait des concessions à ses partenaires pour les inclure dans le projet. Ses partenaires, notamment de la DQ et du Bloc québécois. Donc, ouais. Ben, je pense que c'est ça l'avenir du mouvement. Je veux dire, on est rendu là. On est rendu là. On a recommencé. Tu sais, il faut se rappeler d'où on vient. Là. On a recommencé, on a rebâti le camp du oui, comme Paul le dit, mais on a commencé ça en 2019. On a recentré. Là, je parle comme un péquiste, là, mais on a recentré le message sur les fondamentaux. Et vraiment les fondamentaux. Pourquoi le Québec devrait être un pays. On a réussi à passer cette étape-là. On a rassemblé les indépendantistes les plus durs,
Là, on est rendu à 44%. Là, il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on prenne des risques. Il faut qu'on se mette en mode écoute. On a notre proposition de valeur, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on sait pourquoi on le veut. Là, ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, c'est pourquoi d'autres personnes pourraient vouloir l'indépendance du Québec. Puis pour ça, il faut être ouvert, puis il faut être capable de prendre des risques, puis d'écouter. Donc, je pense que ça va être une partie de la démarche qu'on va faire aussi, nous, mais tu sais, des gens comme Vincent Geloso, je suis sûr qu'ils ont des choses à nous apprendre sur comment parler à plus de monde. Il y a peut-être des gens à gauche aussi qui vont émerger, là. C'est parce qu'historiquement, la gauche est comme plus indépendantiste que la droite, mais c'est vraiment une nouvelle phase intéressante dans laquelle on rentre. Puis je pense que c'est un peu la direction que Paul Saint-Pierre Plamondon donnait à son discours, c'est de dire là il faut qu'on rassemble. Il faut qu'on rassemble parce c'est là qu'on s'en va. On s'en va dans un référendum sur l'indépendance, puis il faut gagner 50% plus un des voix. Donc, prenons Jacques Parizeau comme belle inspiration.